Toi aussi tu te demandes quoi faire la première semaine de juin, ne bouge pas, je te montre tout. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors au programme aujourd'hui, on va planter butternut, potimarron, concombre, cornichon. On va aussi semer directement en pleine terre de la nette, du basilic, de la coriandre et des litchis paumés. Et ensuite, on passera beaucoup de temps à entretenir tous les bacs et s'assurer que les jeunes plantules ont suffisamment de nutriments pour grandir correctement et surtout vérifier qu'elles se sentent bien à l'endroit où on les a mises, puisque parfois, en fait, comme là ça peut être le cas, il va falloir faire des petits ajustements. Allez, c'est parti! Le concombre est une plante annuelle de la famille des Cucurbitacées, originaire de l'Inde et de la région de l'Himalaya. Le cornichon est une variété de la même famille, il se cultive de la même manière, hormis sur la taille. Le concombre aime la chaleur, il se développe mieux entre 24 et 32 degrés. Sensible au gel et nécessite une exposition ensoleillée, idéalement de 6 à 8 heures de soleil par jour. Le concombre a besoin d'un sol fertile, bien drainé avant la plantation, ameublisser le sol et ajouter du compost ou du fumier décomposé. Le concombre a besoin d'un arrosage régulier pour maintenir un sol humide. Arroser profondément pour favoriser la croissance des racines et éviter les périodes d'humidité excessive. Cela peut entraîner des problèmes de pourriture. L'arrosage au goutte à goutte ou à la base de la plante est recommandé pour éviter d'humidifier les feuilles. Le concombre est une plante grimpante, il est donc préférable de les tutorer pour les aider à se développer verticalement. Installer des treillis avec des morceaux de bois, des morceaux de bambou, avec de la ficelle, peu importe, mais ça vous permettra de faciliter également les récoltes. Le concombre aime le basilic, la capucine, les haricots, la laitue, le maïs, l'oignon, le pois, les radis, les tournesols, les tomates, les céleris et le chou. Il n'apprécie pas la sauge officinale, le fenouil, les poireaux, le melon et les navets. Le potiron, plante annuelle originaire d'Amérique du Sud, est une variété de courge. Il a besoin d'en moyenne environ 21 à 27 degrés en plein soleil pendant 6 à 8 heures. Il est sensible au gel, son sol doit être riche, meuble et bien drainé et légèrement acide. L'arrosage doit être régulier pour avoir un sol humide. Il ne faut pas arroser les feuilles et le paillage va aider à garder le sol humide et limiter les mauvaises herbes. On prépare le sol en l'amoblissant. On fait des trous, on met 2 poignées de compost bien mûr, on dépose le plant, on rebouche, on tasse, on arrose et on remet autour du pied une poignée de mélange terreau-compost. Le potimarron aime les haricots, à ramer les pois grimpants, le thym, la menthe. Il n'aime pas les pommes de terre, les tomates, le concombre et les autres courges doivent être minimum à 1,20 m de lui. Le butternut se plante exactement de la même manière. C'est une plante annuelle originaire d'Amérique du Nord. Le butternut a les mêmes besoins que le potimarron. Il faudra éviter de les mettre l'un à côté de l'autre, les espacer d'au moins 1,20 m pour éviter l'hybridation des fruits. En ce qui concerne les semis, il nous reste encore les melons à surveiller puisqu'on les plantera la semaine prochaine. Ils sont encore trop petits pour aller directement en pleine terre et puis il va falloir les endurcir pour les habituer à l'extérieur puisque depuis qu'ils ont été semés, ils sont dans la maisonnette. Donc on va aussi avoir d'autres plantules encore. Donc toutes les plantes toutes les graines qu'on a semées en quantité, dans le cas où les graines n'auraient pas germé, dans le cas où on les aurait cassées au moment du rempotage et dans le cas où après la plantation, ils se font dévaster par les ravageurs, les gastéropodes, les fourmis et tout un tas de maladies. Donc on prévoit toujours de semer un peu plus de manière à ce que s'il y a un problème, on puisse parer et continuer à pouvoir planter et à récolter par la suite. Donc la nurserie est toujours ouverte. En juin, c'est vraiment le mois de la plantation et le mois du semis en pleine terre. On peut tout semer en terre puisque on a des températures, on a un temps d'ensoleillement qui est favorable à la germination. Donc, on peut y aller. Alors moi, je dois vous avouer que la plantation directement en pleine terre, c'est pas ce que j'affectionne. Parce que par rapport à mon travail, je peux être plusieurs jours en déplacement dans la semaine. Et quand on sème directement en pleine terre, le temps de la lever, il faut que la terre, elle reste constamment humide.
Et quand je pars en déplacement, 2-3 jours, voire une semaine, c'est difficile en fait de déléguer à quelqu'un qui ne s'y connaît pas en disant il faut que tu arroses, il faut que tu arroses en fonction de l'humidité de la terre. Donc c'est plus simple pour moi de semer dans des godets ou de semer en pépinière et de mettre les bacs à tremper, de mettre de l'eau au fond d'une soucoupe. C'est plus simple. Et de la même manière, si je dois déléguer parce que je pars sur un temps qui est plus long, c'est aussi plus simple pour la personne qui va me rendre service de venir mettre de l'eau dans des soucoupes que plutôt de s'assurer que l'humidité de la terre est suffisante, etc. etc. Donc c'est vrai que je préfère toujours semer en godet. Voilà, c'est juste par rapport à mon organisation et par rapport à mon quotidien. Je pense que c'est plus simple, il y a moins de manipulation de semer directement en pleine terre. Parce que si je sème en godet, je vais peut-être avoir une étape de rempotage. Dans les 15 prochains jours, je ne vais pas avoir de déplacement. Donc là, on va pouvoir semer en pleine terre donc, du basilic, de la nette, de la coriandre et des laitues paumées. Alors globalement, ces légumes-là, ces plantes-là se sèment de la même manière. Même on peut même dire que quasiment tous les légumes et les fruits se sèment de la même manière. C'est-à-dire qu'on va venir faire un sillon, déposer les graines, alors plus ou moins serrées suivant les variétés de graines, et plus ou moins profond suivant aussi la grosseur de la graine. Plus une graine est grosse et plus il faudra l'enfoncer profondément. Par exemple, vous avez les graines de courge, les graines de haricots, elles sont assez grosses et donc là il faut faire des sillons de 2 à 3 cm. Alors que pour la nette, le basilic, la laitue, il faut simplement déposer les graines et les recouvrir légèrement. Plus la graine est petite et moins il faut l'enterrer. Alors quand on sème, et notamment quand on sème en ligne, et puis quand on sème des toutes petites graines, on a tendance à les semer extrêmement serrées. Parce que parfois c'est assez difficile, elles sont tellement petites les graines que les attraper une dans la main, les poser à la bonne distance et tout, c'est extrêmement long et ça peut même être chiant. Donc du coup on a tendance souvent, on prend les graines et on les fait tomber au fur et à mesure dans le sillon. Donc quand on utilise cette méthode et qu'on serre un peu trop les graines, il faut effectivement avoir une étape supplémentaire qui est l'étape de l'éclaircissement. Donc il faut éclaircir. Éclaircir, ça signifie en fait simplement qu'on va venir en fait retirer les bébés plantules qui ont germé en laissant l'espace nécessaire entre chaque plantule. Donc par exemple, là on va éclaircir les radis qu'on a semés la semaine dernière, dimanche dernier, et on va venir retirer en fait chaque bébé plantule pour laisser l'espace entre chaque radis qui restera en terre, l'espace nécessaire pour qu'il grandisse correctement. Donc par exemple c'est 1-2 cm pour le radis. Si on avait par exemple éclairci les salades, effectivement on aurait laissé beaucoup plus de place. Alors moi j'ai pour habitude de repiquer tout ce que j'éclaircis. Ça me prend du temps, alors c'est pas toujours d'une grande efficacité, mais la plupart du temps ça fonctionne très bien, notamment sur le radis. Donc quand j'éclaircis, une fois que j'ai fini d'éclaircir, je vais aller venir repiquer, donc replanter les petites plantules que j'aurais enlevées. Alors bien évidemment on ne replante que des plantules qui ont un système racinaire, sinon effectivement ça ne poussera pas. En termes d'entretien, plus la saison va avancer dans le temps et plus le temps passé à l'entretien sera important. Notamment, on va commencer par couper, tailler les fleurs fanées. Puisque plus vous taillez et vous retirez vos fleurs fanées, et plus votre plante refera des fleurs. Donc si vous voulez des fleurs sur une période plus longue, il faut régulièrement enlever les fleurs fanées. Vous pouvez aussi enlever les fleurs fanées, soit pour pouvoir les garder, les faire sécher la tête en bas et vous faire un joli bouquet de fleurs fanées, soit vous pouvez effectivement récupérer les fleurs fanées et les faire sécher pour pouvoir récupérer les graines. Donc moi, j'ai tendance à toujours laisser 1 ou 2 légumes monter en graines, le laisser sécher jusqu'à temps que effectivement je puisse récolter les graines. Donc c'est ce que vous pouvez voir là-bas. Vous avez du radis noir qui est monté en graines. Donc on attend maintenant que la fleur dessèche pour laisser apparaître les graines. Vous avez aussi la ciboulette, vous avez le souci, etc., etc. Et chacune de ces plantes-là seront cueillies. Je les ferai sécher et je récupérerai les graines pour l'année prochaine. L'objectif pour moi, c'est d'avoir des graines qui soient vraiment adaptées à ma terre, adaptées à mon climat.
Alors en ce qui concerne les graines, vous ne pourrez pas récupérer les graines des légumes qui ont une variété qui s'appelle type F1 hybride, qui sont des variétés qui elles-mêmes ont déjà subi des changements, et donc ces graines-là ne sont pas à récolter. Si vous les récoltez et que vous ressemez, le fruit ou la plante ne sera pas top en fait. Donc voilà, donc ce sont souvent des graines qui germent très facilement, les types F1 hybride, je sais pas quoi là. Elles germent plus facilement, c'est plus facile de débuter au potager avec ce type de graines, mais quand on veut par la suite récupérer ses propres graines pour pouvoir les ressemer une année sur l'autre, et ben effectivement c'est pas les variétés qu'il faut choisir pour mettre dans son potager. Ensuite, en termes d'entretien, il y a beaucoup de désherbage. Les fortes chaleurs forcément favorisent la pousse, et on a l'impression que ce qu'on appelle des mauvaises herbes, parce qu'elles ne le sont pas réellement, en fait, elles indiquent toutes ces plantes qui poussent sans qu'on leur demande quoi que ce soit, elles nous indiquent quelque chose sur notre environnement, sur notre terre. Vous prenez par exemple ici, je suis blindée de liserons. Alors, pour deux raisons. La première, c'est typiquement ma terre qui est très argileuse et certainement riche en azote. Et donc le lison, lui, il est connu pour venir décompacter la terre, c'est son job. Et donc, bah, forcément, il fait son job. Et quand on a emménagé ici il y a 10 ans, en fait, j'ai cru que c'était de la capucine. Et parce que les feuilles parfois se ressemblent un petit peu, et du coup quand j'ai vu que ça poussait, je me suis dit ah génial, j'ai de la capucine partout dans le jardin, et donc je suis venue en fait casser des bouts de racines et j'en ai répandu partout. Ouais, j'ai commis cette erreur fatale. Oh mon dieu, et quand ça a poussé et que je me suis rendu compte que c'était pas du tout de la capucine mais du liseron, et que j'allais pas pouvoir m'en débarrasser, puisque une fois qu'il a envahi votre espace, vous aurez beau le retirer, vous aurez beau creuser pour essayer de retrouver tous les morceaux de racines, il suffit qu'il y ait un tout petit bout de racine de rien du tout et le liseron repart. Donc c'est une guerre qui est perdue d'avance. Donc je limite le liseron, je lui laisse des endroits où il va pouvoir en fait se faire plaisir, parce qu'il a tendance à étouffer en fait les cultures. Donc par exemple, quand il envahit la lavande, c'est pas très important, puisque la lavande elle arrive à faire ses fleurs, elle a pas, c'est pas gênant. Mais par contre, quand le lison il envahit les pieds de framboise, bah là la récolte de framboise est divisée par 10, puisque la framboise est complètement étouffée, elle manque de lumière. Ça peut être le cas aussi pour d'autres légumes. Donc j'enlève le lison, dès que je le vois sorti, je l'enlève au fur et à mesure. Et puis voilà, mais il y a des endroits aussi où il y en a eu beaucoup. Donc là, j'ai mis en fait comme des sacs poubelles, comme les sacs, vous savez, les sacs à terreau que j'ai récupérés, je les ai ouverts et je les ai posés. J'ai mis des pierres dessus, de manière en fait à essayer que le lison ne se développe pas, ne fleurisse pas, parce qu'une fois qu'il va fleurir, les graines après elles vont retomber dans la terre, et on recommence. Si vous avez planté vos tomates avant moi, et ce qui est fortement à mon avis le cas, vous devez cette semaine commencer à enlever, tailler les premiers gourmands de tomates. Moi je vous ferai une vidéo sur la taille du pied de tomate quand les pieds de tomate ont poussé, parce que globalement par rapport à la plupart des gens, j'ai qu'un jour de retard au niveau de mes plantations, parce que j'ai attendu qu'il arrête de pleuvoir, j'ai attendu que la terre elle sèche bien et qu'elle se réchauffe pour éviter les problèmes de mildiou ou d'odium. Donc là je vais vous emmener avec moi, on va faire un petit tour du potager.
Voilà, cette vidéo est presque terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve assez rapidement pour discuter en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!